De retour dans l'Africa Newsroom, ils sont toujours avec nous, notre invité consultant bancaire Maïs Mouissi et nos éditorialistes Nadia Lamarckby et Jean-Marie Bitomo. La Tunisie va émettre des obligations islamiques d'une valeur de 500 millions de dinars durant le troisième trimestre 2015. Les discussions avec les acteurs du marché financier doivent démarrer le 15 janvier. Diaran Ndiaye, commentaire Ibra Radin Ndiaye. La Tunisie se lance dans les emprunts conformes à la charia. Le pays compte lever 1,75 milliard de dollars en obligations libellées en dollars et en soukouk en 2015. Déjà prévue en 2014, cette opération a pris du retard à cause de certaines lacunes ayant caractérisé la loi nationale relative aux obligations islamiques. L'objectif recherché est de diversifier les sources du financement du budget de l'État et de répartir celles-ci sur toute l'année dans le cadre d'une approche de mobilisation et de dépenses des ressources de l'État basée sur l'anticipation. Traduit comme étant les obligations émises par des institutions financières à charte islamique, les soukouks s'implantent de plus en plus en Afrique. C'est notamment le cas du Sénégal, de l'Afrique du Sud, du Nigeria ou encore de la Mauritanie. Un engouement qui s'explique par plusieurs facteurs. La dynamique financière mondiale fait en sorte que, vu les besoins qu'ont les États, un État comme la Tunisie se tourne aujourd'hui vers les obligations islamiques, tout simplement pourquoi ? Parce que vous avez moins de contraintes et moins de conditionnalités. Comparé au marché classique de la dette, les conditionnalités qui sont posées aux États sont des conditionnalités qui sont beaucoup plus abordables. Et en plus, les obligations islamiques rentrent, si vous voulez, en ligne de compte avec la psychologie, si vous voulez, des Africains. Les taux d'intérêt qui sont exorbitants sur le marché international de la dette font en sorte que les États retrouvent à côté des possibilités qui sont autres par rapport au crédit classique qu'on voit sur le marché international de la dette. Et en plus, ça permet au pays de pouvoir diversifier les sources d'approvisionnement. La Tunisie reste engagée dans un grand nombre de réformes économiques, notamment en matière de subventions et dans le domaine bancaire. Le premier eurobond de l'année, d'une valeur de 750 millions de dollars, devrait être émis avant la fin janvier. Monsieur Mouissi, les soukouks sont-ils si avantageux que ça ? Ils ont leurs avantages, tout comme ils doivent certainement avoir des inconvénients. Vous m'emmenez à parler de la question de l'endettement des pays africains. Et mon ami M. Bitomo a dit que ça coûtait cher finalement pour les Africains d'aller prendre des dettes sur les marchés internationaux. Mais c'est comme tout. La dette, en tout cas le prix de la dette, est toujours associé au risque du pays. Plus un pays est potentiellement risqué, plus il y a des risques que ce pays ne rembourse pas, plus cher il va payer sa dette. Le cas le plus palpable en Europe en ce moment, c'est la Grèce, mais on a des pays africains qui ont des niveaux d'endettement qui sont particulièrement élevés. Donc, il ne faut pas qu'on se retrouve dans une situation où des pays qui sont déjà très endettés quittent le marché classique, où finalement ils se financent très cher, pour continuer de s'endetter fortement via la finance islamique et les soukouks. Et d'ailleurs, je pense qu'on a également dans ces banques islamiques des spécialistes du risque qui font du rating également pour chacun de ces pays et qui savent fixer les bonnes conditionnalités qui concernent les prêts. Il faut donc arriver dans nos pays à trouver un équilibre tout juste entre le niveau de revenus de nos pays, d'une part, et l'endettement qui se déroule de façon générale sur les marchés. Parce que ces dernières années, on a constaté que de plus en plus, les États ont recours au marché. Parce qu'à l'époque, nous avions des dettes bilatérales entre le Cameroun et la France, entre le Gabon et la France, via le Club de Paris. Aujourd'hui, de plus en plus, on émet des eurobonds, on émet des bons directement sur la place américaine. Il faut arriver à faire en sorte que le niveau de la dette reste à un niveau soutenable. Parce qu'il arrive, et ça c'est prouvé économiquement, il n'y a pas de discussion, il y a un niveau où, lorsqu'on est trop endetté, et c'est le cas de certains pays européens, l'essentiel de la richesse du pays va au remboursement de la dette et le pays n'a plus de levier pour son développement. Donc il faut toujours assurer un certain équilibre. Nadia, Jean-Marie ? Justement, je voulais revenir là-dessus. Vous avez parlé de l'endettement international. L'endettement international, il ne faut pas oublier que dans les années 80, rien que la charge de la dette, ce que représentaient les intérêts, c'était énorme. Donc aujourd'hui, qu'on puisse me dire qu'il y a un équilibre à respecter, c'est vrai qu'il y a un équilibre à respecter, mais il faut repartir au fond, si vous voulez, sur le niveau de l'endettement de chacun des États. Donc ça voudrait dire quoi? Quand je prends les deux systèmes, je les mets à plat. Quel est le système qui charge beaucoup plus, si vous voulez, la dette des pays africains?
c'est le système bancaire classique. Donc, à côté là-dessus, même, je sais très bien que dans les banques islamiques, vous avez un système de rating. Ce système de rating-là vous permet, c'est-à-dire de pouvoir analyser les capacités de remboursement, si vous voulez, de l'emprunteur que vous avez face à vous. Mais de mon point de vue, il n'y a pas photo aujourd'hui entre le système classique bancaire et le système, si vous voulez, des sous-coups. Tout simplement pourquoi, d'un côté, vous avez un taux d'intérêt qui est pratiquement nul, je ne dirais pas nul, qui est pratiquement nul, et de l'autre côté, vous avez un taux d'intérêt qui, ne serait-ce que de quelques millièmes de points, ça joue déjà, si vous voulez, ça a déjà un impact sur, les recettes d'exportation, les réserves d'échange. Ça a pratiquement, si vous voulez, un impact sur tout. Donc, de mon point de vue, il me semble que ce qui est en train d'être mis en place par la plupart des pays islamistes en Afrique est une voie qu'il faudrait suivre finalement. Parce que sur ce plateau, nous disons toujours l'Afrique doit inventer ses propres modèles. Mais quel peut être le modèle à ce niveau-là, Amira? Alors Nadia. Oui. Pour revenir vraiment au soukouk et à ce qui se passe en Tunisie, parce que bon, on parle de ces fameux bons islamiques, mais enfin ces obligations islamiques, bon, ça reste des produits financiers. C'est vrai que ce qui les enrichit, ils viennent d'où? On sait d'où viennent les eurobonds, on sait d'où viennent les obligations américaines. Les obligations islamiques sont financées sur des fonds islamiques qui viennent principalement du Qatar et d'Arabie Saoudite. Donc c'est aussi parce que c'est là où il y a de l'argent. Il a fallu, pour que les pays puissent avoir accès à ces obligations, qui sont en fait pas si nouvelles que ça existait depuis un certain temps, il a fallu changer les lois bancaires nationales. Parce que les 3/4 des pays africains, enfin d'Afrique francophone, ont une loi bancaire qui ressemble à celle en France, enfin de la loi bancaire française, et donc qui contraint justement, qui oblige quelque part à appliquer des intérêts, à appliquer un certain type de garantie lorsqu'il s'agit de dettes aux États. Donc là, en l'occurrence, on n'est plus sur le même système. C'est plus. D'ailleurs, Jean-Marie a parlé de pays islamiques africains. Moi, je ne sais pas ce que c'est qu'un pays islamique africain, mais bon, c'est des produits qui devraient être utilisables partout dans le monde, en fait. Comme un eurobond n'est pas lié à la religion de tel ou tel pays. C'est un produit, bon, certes charia compatible, mais avant, ça s'appelait de la finance éthique. Maintenant, ça s'appelle de la finance islamique, mais avant, ça existait déjà et on appelait ça des produits éthiques. Donc, lorsqu'on accole ce produit islamique, on a l'impression que tous les pays qui vont y avoir accès vont devoir laisser la barbe pousser et porter des babouches. On n'en est pas là, c'est un produit. Alors, messieurs, je vais devoir clore le débat, je suis désolée. Plus trop de temps, on va passer à la suite. Avec le gouvernement de la Guinée équatoriale qui intensifie les préparatifs en vue de la Coupe d'Afrique des Nations à quelques jours de son coup d'envoi. Ce vendredi, le chef de l'État, Teodoro Obiang Bassogo, a d'ailleurs annoncé le don de 40 000 tickets d'entrée et la sollicitude d'une participation massive de la population pour le succès de cette CAN. Reportage de notre correspondant Policarpo Edoumassa. Le président Teodoro Obiang Bassogo offre 10 000 tickets d'entrée aux habitants de chaque ville retenue pour les matchs de la CAN 2015. Le président équato-guinéen a consenti des moyens financiers importants pour accompagner ses concitoyens durant la grande messe du football africain. Réunis dans la salle de conférence de Ngolo à Bata, le chef de l'État estime nécessaire la présence des équato-guinéens aux différents stades pendant les matchs. Le dirigeant du pays hôte de la CAN souhaite une forte mobilisation de ses compatriotes durant la compétition. Cela sera un signal fort dans le sens de la défense de l'honneur du continent africain. La décision d'organiser la CAN engendrera des recettes financières que nous n'avions pas prévues dans le budget. Par ailleurs, la contribution de tous les segments de l'État et de la population en général est absolument nécessaire. Je me suis engagé à payer dans chaque ville retenue au moins 10 000 tickets d'entrée. Après avoir accepté d'organiser la 13e édition de la CAN, les autorités équato-guinéennes ont établi des dispositions sanitaires contre l'épidémie Ebola. Ces mesures de prévention ont été mises en place dans les entrées et les sorties des aéroports, au niveau des stades de football et dans les hôpitaux. En ce qui concerne la menace sanitaire avec le virus Ebola, malgré l'insuffisance de temps pour une bonne préparation de cette CAN, le gouvernement de la Guinée équatoriale a mis en place un plan opérationnel. Nous sommes parfaitement organisés et prêts à agir si un cas de contamination se présente.
Afin de garantir le succès de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le chef de l'État, Théodoro Obiang Nguema Basogo, effectue des visites d'inspection sur les différents sites qui abriteront les compétitions. Jean-Marie, oui. Le président Théodoro Obiang Nguema Basogo s'est engagé à payer dans chaque ville retenue au moins 10 000 tickets d'entrée. C'est une belle initiative. C'est une très très belle initiative. Bon. La question qui se pose ici, là, Amira, est la suivante. Est-ce que la Guinée équatoriale est prête? Bon, aujourd'hui, si on raisonne objectivement, on constate une chose, c'est que la Guinée équatoriale, bon, ils ont accepté d'accueillir la Coupe d'Afrique il y a 2 mois de cela. Donc, il faudrait quand même être indulgent pour eux, dans la mesure où ils n'ont pas eu le temps de pouvoir se préparer. Le président Obiang Nguema a accepté pensant qu'ils auraient le temps. Mais oui, mais ils ont accepté. C'est facile de dire on leur a pas laissé le temps, ils l'ont accepté. Mais non, Amira, ils ont accepté tout simplement. Pourquoi? Parce que le président équatorien Obiang Nguema, c'est un africaniste à la base, si vous voulez, dans la mesure où il était question qu'on délocalise, si vous voulez, cette compétition-là à l'extérieur. Et pour nous, les Africains, ça n'aurait pas été, c'est-à-dire une bonne chose qu'on puisse délocaliser la CAN, Coupe d'Afrique des Nations. Ça aurait été un non-sens, exactement, qu'on la délocalise ailleurs. Le fait que bon, vous avez pas mal de pays qui avaient refusé, qui ont des capacités par rapport des capacités supérieures comparées à la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale a les infrastructures, voilà. Ouais. Non, ils avaient accueilli, mais ils avaient accueilli à 2, avec le Gabon, dont vous avez suffisamment d'infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que vous avez, pour une CAN, vous avez, si vous voulez, 2 stades qui contiennent, comment on dirait, 5000 personnes. Donc, il n'y a pas eu de recul là-dessus. Non, quand même pas. Mais si, c'est la réalité. Mais ceci dit, il y aura moins de monde. Il y aura moins de monde. Parce que les gens pensaient aller au Maroc, et là, du jour au lendemain, on leur dit d'aller en Guinée équatoriale. Il y aura beaucoup moins de voyageurs. Je suis d'accord avec vous, il y aura beaucoup moins de voyageurs. Donc, c'est en ça que l'initiative qui a été prise par le président Obiang Nguema de faire en sorte qu'il y ait quand même du public qui puisse assister au match, c'est une bonne initiative de mon point de vue. Alors, monsieur Mouissi, justement, on parlait de la gratuité des billets. Est-ce qu'il ne serait pas mieux d'adapter le prix des billets, justement, aux Équato-Guinéens? Enfin, plus généralement, d'adapter le prix des billets aux citoyens des pays organisateurs? Excusez-moi, il va prendre la parole. Excusez-moi de lui couper la parole. Justement, ça a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait. Ça, le président Obiang a fait passer les billets de 500 francs CFA. Donc c'est une très belle initiative. C'est ce qui devrait être fait à chaque fois, non? Moi, j'ai toujours un problème lorsqu'on utilise les fonds du contribuable pour financer des événements festifs. Je suis désolé, mais c'est comme ça. J'estime que... Il y a des retombées économiques quand même. Hein. On pourra discuter des retombées économiques si vous le souhaitez. Mais j'estime que dans un pays où on a un taux de chômeurs si important, où on a un IDH si mal placé, on a autre chose à faire avec l'argent que de payer des billets. Après, je voudrais quand même saluer, et ça, je rejoins M. Bitomo, le fait que le président Théodoro Obiang Nguema ait décidé de sauver la CAF. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Il s'agit bien de la fierté des Africains d'accueillir la compétition continentale. En cela, je pense qu'il y aura des imperfections. Je pense même qu'il y aura beaucoup d'imperfections, mais tout le monde devra les accepter. Parce que c'est le seul pays qui a accepté d'y aller. Après, sur les retombées économiques d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, mon pays, le Gabon, a accueilli cette compétition. Nous avons dépensé, selon les chiffres officiels, entre 400 et 500 milliards. Dans mon pays, on a environ, à ce jour, 1000 km de routes bitumées sur les 10 000 km que compte le pays. Donc, j'estime à juste titre qu'avec 500 milliards, on aurait pu beaucoup avancer dans les routes bitumées pour mon pays avec un impact économique pour le moins réel. Mais vous avez bien fait la fête, c'était pas mal. Vous avez amusé. C'est ça aussi, le foot, c'est un peu la fête. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous, Nadia, d'avoir été avec nous ce soir. Moi, c'est un plaisir. Merci, Jean-Marie. Merci, Amira, et bonne soirée à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Et merci, monsieur Mouissi, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. C'est donc la fin de l'Africa Newsroom et la semaine consacrée à la bancarisation n'est pas finie. On se retrouve demain pour un dossier du jour consacré aux problématiques du financement des PME, les petites et moyennes entreprises. À très vite.